Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle édition du journal de 18h en langue française et que j'ai le plaisir de le présenter avec mon collègue Hani Farag et moi-même Mohamed Al-Moussani. Bonsoir Hani. Bonsoir Mohamed, bonsoir chers téléspectateurs. Toujours plaisir de partager avec vous la présentation de bulletins d'information. Tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah al-Sisi souligne l'importance de la transition vers une société numérique intégrée et l'investissement dans les cadres humains. Le ministre égyptien des Affaires étrangères de l'immigration Badr Abdel Ati affirme le soutien de l'Égypte aux droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien. Enfin, Abbas Araghchi juge que la politique de pression maximale sur la Téhéran que Donald Trump dit vouloir exercer serait un nouvel échec. À la une des actualités, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance de la transition vers une société numérique intégrée, du soutien aux travailleurs indépendants, de l'augmentation de leur nombre ainsi que de l'expansion de la formation et du développement des capacités numériques à travers la technologie appliquée et les centres d'innovation numérique en Égypte. Ceci est intervenu lors d'une réunion du président al-Sisi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Communications et des Technologies de l'Information et le général directeur de l'Académie militaire égyptienne. Le président al-Sisi a également insisté sur l'importance de l'investissement dans les cadres humains, en particulier celui des jeunes, en offrant des bourses, des programmes de formation et de préparation et en développement des capacités en adéquation avec les exigences modernes du marché du travail et de l'économie fondée sur la connaissance. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'immigration Badr Abdel Ati a affirmé le soutien de l'Égypte aux droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien. Lors de sa rencontre avec le Premier ministre palestinien des Affaires étrangères, Dr Mohamed Mostafa, le ministre égyptien des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité de travailler à parvenir à une solution politique juste et durable pour la question palestinienne en prônant la solution des deux États afin d'éviter la répétition des cycles de violence de manière définitive et permanente. Abdel Ati a également réaffirmé le soutien total de l'Égypte au gouvernement palestinien et à ses plans de réforme, soulignant l'importance de permettre à l'autorité palestinienne de s'impliquer politiquement et économiquement et de prendre en charge ses responsabilités dans la bande de Gaza en tant que partie intégrante des territoires palestiniens occupés par Israël. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, s'est entretenu avec le secrétaire général du comité central du mouvement palestinien Fatah, le général Gibril Rajoub. L'entretien a porté sur l'examen des derniers développements survenus en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Au cours de l'entretien, M. Abdel Ati a mis l'accent sur les droits légitimes du peuple palestinien, soulignant les efforts que déploie l'Égypte pour assurer la mise en vigueur de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Abdel Ati a également souligné l'importance de l'autonomisation de l'autorité palestinienne. Le président américain Donald Trump a fait une annonce extraordinaire, disons vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza dévastée par la guerre, une proposition qui pourrait quand même changer l'histoire, selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Un dirigeant du Hamas a fustigé les déclarations de Donald Trump sur le déplacement des Palestiniens, estimant qu'elles étaient une recette pour créer le chaos au Proche-Orient. L'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a lui appelé les dirigeants du monde à respecter les souhaits du peuple palestinien à vivre à Gaza. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a pour sa part déclaré que l'Arabie saoudite poursuivra sans répit ses efforts afin d'établir un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale et n'établira pas de relations diplomatiques avec Israël sans cela. Le port maritime de l'Arish se prépare à recevoir un 6e navire d'aide humanitaire émirati pour la population dans la bande de Gaza. Entre-temps, 100 camions d'aide humanitaire et de secours ont été acheminés
Plusieurs cargaisons sont entrées vers la bande de Gaza dans 12 camions de carburant via les points de passage terrestre de la Ouja et de Karm Abou Salem après avoir été inspectés. Rappelons que 3380 camions sont entrés au cours des derniers jours depuis le début de la trêve du 19 janvier. Notons quand même le président américain Donald Trump, il a signé en fait un décret exécutif visant à retirer les États-Unis de plusieurs instances de l'ONU et à passer en revue le financement par Washington de l'organisation internationale siégeant à New York. Le décret du président américain retire notamment les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une instance dont le pays n'est pas membre, mais seulement observateur. Il vise ainsi à interdire toute future implication de Washington dans l'organisme, même si le mécanisme exact de retrait en tant qu'État observateur demeure incertain. Le texte prolonge aussi la suspension de tout financement américain à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Les forces de l'occupation israélienne poursuivaient leur agression sur la ville de Jénine et son camp pour le 6e jour consécutif, laissant jusqu'à présent 25 martyrs et des dizaines de blessés. Les forces de l'occupation israélienne ont également poursuivi leur agression contre la ville de Tulkarem et ses habitants pour le 10e jour consécutif, au milieu de renforts militaires et du déplacement forcé de centaines de familles du camp menacé. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a jugé aujourd'hui que la politique dite de pression maximale sur le terrain que Donald Trump dit vouloir exercer serait un nouvel échec, comme ce fut le cas selon lui lors du premier mandat du président américain. Donald Trump a quand même signé hier un mémorandum demandant à son administration de préparer des sanctions contre l'Iran, comme il l'avait fait durant son premier mandat pendant 2017-2021. Le président américain a déclaré adopter une politique dite de pression maximale sur l'Iran, à l'encontre notamment de son programme nucléaire. Araghchi a de sa part déclaré à la presse que si l'enjeu principal pour Washington est de s'assurer que l'Iran ne cherchait pas d'armes nucléaires, c'est faisable et pas si compliqué. Ces propos qui s'apparentent à une main tendue sont le plus fort adressés indirectement aux États-Unis. Ces dernières semaines, l'Iran a multiplié les signaux d'ouverture à l'encontre des pays occidentaux et notamment des États-Unis, affichant une volonté de conclure un accord autour de son programme nucléaire. En Russie, un dépôt pétrolier a pris feu aujourd'hui dans la région de Krasnodar, dans le sud-ouest du pays, après une attaque de drone. Selon le gouverneur régional, les militaires russes ont repoussé une attaque de drone dont les débris ont chuté sur le réservoir pétrolier. Il a précisé que selon des premières informations, personne n'a été blessé et que le dépôt ne contenait que quelques restes insignifiants de produits pétroliers. Selon le ministère russe de la Défense, 2 drones ukrainiens ont également été abattus dans la nuit au-dessus de la région de Kursk et 2 autres au-dessus de celle de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Quant au président suspendu sud-coréen Yoon Suk-yeol, sous le coup d'une procédure de destitution depuis sa déclaration avortée de loi martiale en détention, il a été de nouveau auditionné par la Cour constitutionnelle qui doit décider s'il doit être officiellement démis de ses fonctions. M. Yoon a plongé la Corée du Sud dans le chaos politique en tenant le 3 décembre de décréter la loi martiale, une mesure qui n'a duré que 6 heures avant d'être rejetée par les députés parvenus à se réunir en urgence au Parlement. Lors de l'audience d'hier, Yoon a laissé entendre que même s'il avait ordonné l'arrestation des députés pour les empêcher de voter contre son décret, cela n'aurait pas d'importance sur le plan juridique car l'ordre n'avait pas été exécuté. La Suède est sous le choc au lendemain de la pire tuerie de son histoire qui a fait une dizaine de morts dans un centre d'enseignement pour adultes et laisse de nombreuses questions en suspens.
En fait, selon la police, le motif de la fusillade n'est pas encore connu. Mais tout porte à croire que l'auteur agit seul, sans motif idéologique. Voici les détails. La Suède est en deuil mercredi au lendemain de la pire tuerie de son histoire qui a fait 10 morts dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro et laisse de nombreuses questions en suspens. Les drapeaux ont été mis en berne sur le palais royal, le Parlement et les bâtiments du gouvernement ont annoncé les services du roi Karl XVI, Gustave et le gouvernement. Le souverain et son épouse Silvia se rendent à Örebro où le Premier ministre ont également attendu pour rendre hommage aux victimes. 24 heures après la tuerie, la police a confirmé que l'homme armé avait tué 10 personnes et s'était probablement suicidé. L'auteur n'était pas connu de la police et n'a aucun lien avec un gang, alors que la Suède est secouée depuis plusieurs années par les violences entre bandes criminelles pour le contrôle du trafic de drogue. Les enquêteurs demandent aux personnes ayant assisté à la fusillade de les contacter et de leur fournir des vidéos. 6 personnes, toutes adultes, sont prises en charge à l'hôpital pour des blessures par balle. 5 d'entre elles, 3 femmes et 2 hommes, ont été opérés et leur état est sérieux mais stable selon les services de la santé de la région. La 6e personne est légèrement blessée. Il s'agit de la pire tuerie de masse de l'histoire du pays. Les autorités n'ont donné aucun élément sur le profil du tueur et les circonstances du massacre restent floues. Le Salon international du livre du Caire clôture sa 56e édition qui avait débuté le 23 janvier dernier au Centre des expositions internationales d'Égypte. Cette année, le salon a connu une affluence exceptionnelle avec plus de 5 millions de visiteurs. Images commentées tout de suite. Le Salon international du livre du Caire a clôturé sa 56e édition qui avait débuté le 23 janvier dernier au Centre des expositions internationales d'Égypte au Nouveau-Caire. Cette année, le salon a connu une affluence exceptionnelle avec plus de 5 millions de visiteurs. La journée de clôture a été marquée par de nombreuses manifestations culturelles, notamment l'annonce des prix littéraires du salon dans 16 catégories. D'autres prix ont été décernés aux jeunes auteurs de moins de 35 ans dans des domaines comme le roman et les sciences du futur. Des récompenses ont également été attribuées en partenariat avec différentes institutions, notamment le prix du meilleur livre en patrimoine en collaboration avec la Bibliothèque nationale et les archives d'Égypte, le prix du meilleur livre traduit en partenariat avec le Centre national de traduction. Cette édition du salon a rassemblé de nombreuses maisons d'édition locales et internationales et a proposé un programme culturel riche comprenant des conférences, des rencontres littéraires et des débats avec la participation de nombreux écrivains et intellectuels de renom. Et dans notre rubrique économique, les indices de la Bourse du Caire ont enregistré une hausse collective lors de la séance d'aujourd'hui, soutenue par les opérations d'achat des institutions et les fonds d'investissement arabes et étrangers, en outre les investisseurs étrangers, tandis que les investisseurs arabes et étrangers ont opté vers la vente. L'indice principal EGX30 a haussé d'environ 0,23%. Les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement haussé d'environ 0,08% et 0,02%. La Bitcoin a récemment connu une baisse notable de sa valeur après avoir franchi le seuil de 100 000 $. La crypto-monnaie a reculé de 1,8%, s'établissant ainsi à 97,601,8 $. Cette diminution est principalement attribuée à l'intensification des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les récentes mesures tarifaires imposées par les deux puissances économiques ont accru l'incertitude sur les marchés financiers, incitant ainsi les investisseurs à se détourner les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies.
En conséquence, la Bitcoin a chuté de 6,5%, atteignant son niveau le plus bas en 3 semaines à 93,417,32 $. Parallèlement, d'autres crypto-monnaies ont également subi des baisses significatives comme l'Ethereum qui a dégringolé de 20%. Et on commence notre volet sportif par le football espagnol et la Coupe du Roi. L'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann s'est qualifié. Passons à la Coupe d'Allemagne où Stuttgart a été le premier club à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Allemagne en éliminant. Donc avec cette dernière nouvelle sportive, nous devons clôturer cette édition d'Entretien complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Mohamed. Merci Hani, merci tout le monde et bonne soirée.